Dobrodošli. Ovo je Phoenix Sky. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre série consacrée au système solaire, nous allons étudier aujourd'hui les éclipses. Éclipser veut dire cacher. Il y a deux objets célestes qui peuvent être cachés, le Soleil et la Lune. Une éclipse de Soleil, la plus spectaculaire des deux, c'est lorsque le Soleil est caché par la Lune. La Lune, à son tour, peut être éclipsée de notre vue lorsque le Soleil lui cache la lumière du Soleil. Une éclipse, c'est ainsi l'ombre de la Terre sur la Lune ou de la Lune sur la Terre. Nous nous limiterons aujourd'hui à l'étude des éclipses de Soleil. Pour bien comprendre les éclipses, il faut se rappeler les dimensions des trois objets concernés, ainsi que les distances qui les séparent. Je ne vais pas donner ici les dimensions précises qu'on peut trouver facilement sur Internet, mais les ordres de grandeur qu'il faut essayer de bien garder en tête. La Lune est plus petite que la Terre. 4 lunes côte à côte sont un peu plus grandes que la Terre. La distance entre la Terre et la Lune fait un peu plus de 100 fois le diamètre de la Lune. Cela veut dire qu'en divisant le diamètre de la Lune par sa distance à la Terre, on trouve à peu près 1%. 1% correspond à un angle de 1/2 degré. Il faut avoir cette valeur en tête. C'est l'angle sous lequel on voit la Lune depuis la Terre, ce qu'on appelle le diamètre angulaire ou la taille angulaire d'un objet. 1/2 degré correspond à 1%, car les petits angles peuvent être exprimés en pourcentage. 100 fois le diamètre de la Lune donne ainsi le rayon de son orbite autour de la Terre. Il faut 2 secondes et demie à la lumière pour parcourir toute l'orbite lunaire selon son diamètre. C'est immense, mais pourtant, c'est juste le rayon du Soleil. Le diamètre du Soleil vaut 2 orbites lunaires, soit 4 fois la distance Terre-Lune, environ 1,5 million de kilomètres. La lumière met 5 secondes pour aller d'un bord à l'autre du Soleil. Il ne nous reste plus qu'à donner la distance entre le Soleil et la Terre pour terminer notre tour d'horizon. Mais nous la connaissons déjà. En effet, nous savons que le Soleil et la Lune ont la même taille angulaire vue de la Terre, 1/2 degré. Comme la Lune, le diamètre du Soleil est de 1/2 degré, c'est-à-dire 1%. La distance entre la Terre et le Soleil vaut donc 100 fois le diamètre du Soleil. 100 fois 1,5 million de kilomètres, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres séparent le Soleil de la Terre. Plus de 8 minutes-lumière de distance. Si on veut respecter les échelles, il est malheureusement impossible de représenter ces trois objets à l'écran. 1/2 degré est un angle minuscule. Même en utilisant toute la largeur d'un écran haute résolution 4K, le Soleil ne mesure que 38 pixels. La Terre ne représente même pas un demi-pixel. On ne peut pas respecter les échelles. Il faut représenter la Lune plus proche de la Terre qu'elle ne l'est en réalité. Il faut aussi diminuer la taille du Soleil et la distance à laquelle il se trouve. Dans cette représentation, l'angle sous lequel le Soleil et la Lune sont vus depuis la Terre est beaucoup plus important que le demi-degré réel. Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Terre passe dans l'ombre de la Lune. Quelle est la forme de cette ombre? Observons les choses de côté. Un point est dans la pénombre complète si aucun rayon émis par le Soleil ne peut l'atteindre. Les points dans la pénombre sont situés entre le rayon émis du sommet du Soleil et qui rase le sommet de la Lune et le rayon émis du point le plus bas du Soleil et qui rase la base de la Lune. Nous obtenons ainsi un triangle de pénombre. Dans les 3 dimensions de l'espace, le triangle devient un cône, le cône de l'ombre projetée par la Lune. Le sommet du cône correspond à un point où la Lune a la même taille angulaire que le Soleil. Or, c'est le cas sur Terre. Cela veut dire que la surface de la Terre est située au sommet du cône d'ombre de la Lune. En première approche, lors d'une éclipse de Soleil, un seul endroit sur Terre est dans la pénombre complète. Que se passe-t-il autour de ce point? Un point situé un peu au-dessus du sommet du cône reçoit des rayons de la partie supérieure du Soleil, mais pas de sa partie inférieure. En 3 dimensions, pour un observateur situé sur ce point, une partie du Soleil est masquée par la forme circulaire de la Lune. De ce lieu, on parle d'une éclipse partielle, alors qu'au sommet du cône, l'éclipse de Soleil est totale. La zone où une éclipse partielle est observée reçoit moins de lumière que le reste du globe. Elle est donc un peu plus sombre, très sombre près du centre et de plus en plus claire en s'éloignant. Quelle est la taille de cette zone de pénombre partielle? En partant du sommet du cône et en s'éloignant, par exemple vers le bas, la portion de Soleil visible augmente. Le Soleil redevient complètement visible lorsque le rayon envoyé du sommet arrive à l'observateur.
Ce rayon rase la base de la Lune. La zone d'éclipse partielle est donc donnée par le cône partant de la base de la Lune. Il y a deux cônes qui ont le même angle, celui vers la gauche qui va jusqu'au Soleil et celui résultant vers la droite qui définit la zone d'ombre sur le sol de la Terre. Combien vaut cet angle? Eh bien, la Lune est tellement proche de la Terre comparée à la distance nous séparant du Soleil que c'est aussi environ un demi-degré, comme sur Terre. Un demi-degré à gauche, donc un demi-degré à droite. Le cône d'éclipse partielle est identique au cône de pénombre, il est juste inversé. Cela veut dire que sur Terre, la zone d'éclipse partielle fait la taille de la Lune, 3500 km de diamètre. Cette longueur se trouve naturellement dans toutes les directions autour du point central. Donc, une éclipse de Soleil se traduit à la surface de la Terre par un cercle d'ombre de 7000 km de diamètre. Au centre, un point de pénombre total, l'ombre devenant de moins en moins sombre à mesure qu'on s'éloigne du centre. Ce résultat est obtenu en considérant que le diamètre angulaire du Soleil et de la Lune sont exactement identiques. En réalité, ils ne sont pas tout à fait égaux. De plus, les deux varient légèrement avec le temps. On se souvient en effet que l'orbite de la Lune a une forme d'ellipse, ce qui fait qu'elle est plus ou moins proche de la Terre. De même, la Terre orbite autour du Soleil sur une ellipse, ce qui fait aussi varier la taille angulaire du Soleil. Lorsque la taille angulaire de la Lune est plus grande que celle du Soleil, la surface de la Terre n'est pas rigoureusement au sommet du cône d'ombre. La zone de pénombre complète où l'éclipse de Soleil est totale peut aller jusqu'à 250 km. Lorsque la taille de la Lune est inférieure à celle du Soleil, la surface de la Terre est derrière le sommet du cône d'ombre. L'éclipse n'est totale nulle part sur Terre. Au point de pénombre maximum, le Soleil est visible tout autour de la Lune, ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Maintenant que nous connaissons la forme des éclipses, intéressons-nous à leur fréquence. Pour qu'une éclipse se produise, il faut que la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur les phases de la Lune, c'est alors la nouvelle Lune. Une éclipse ne peut se produire qu'à l'occasion de la nouvelle Lune. J'en profite pour relever une petite erreur dans le film Dolores Claiborne. Dans cet excellent film que je vous conseille de regarder si ce n'est pas déjà fait, une éclipse de Soleil joue un rôle important dans le scénario. Nous sommes la veille au soir de l'éclipse. L'héroïne est préoccupée par ce qu'elle doit faire le lendemain lorsque tout le monde sera occupé à observer l'éclipse. Perdue dans ses pensées, elle se retrouve au bord d'un quai, devant la mer, au-dessus de laquelle luit la pleine lune. Cinématographiquement superbe, astronomiquement aberrant. Revenons à notre sujet. Pour comprendre quand est-ce que se produit une éclipse de Soleil, il faut se souvenir du mouvement des trois astres concernés. Rappelons que la Terre tourne en un an autour du Soleil selon une trajectoire presque circulaire. Le plan de son orbite s'appelle le plan de l'écliptique. La Lune tourne autour de la Terre en un mois sur un plan légèrement incliné par rapport au plan de l'écliptique. L'angle entre les deux plans est seulement de 5 degrés. Durant son orbite, la Lune passe alternativement au-dessus et en dessous du plan de l'écliptique. Les endroits où elle traverse le plan s'appellent les nœuds. Il y a le nœud ascendant lorsqu'elle passe du sud vers le nord, et, environ 2 semaines plus tard, le nœud descendant lorsqu'elle passe du dessus du plan de l'écliptique au dessous. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil. Faisons tourner notre caméra d'observation de manière à garder fixe la direction vers le Soleil. L'axe reliant la Terre et le Soleil est maintenant figé. Avec ce point de vue, la nouvelle Lune correspond à un passage de la Lune à la verticale de cet axe. La Terre tourne sur elle-même selon un axe nord-sud. Cet axe n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, il est incliné de 23 degrés. Quand nous figeons l'axe Terre-Soleil, l'axe de rotation de la Terre se met à pivoter autour de la verticale selon un cycle qui dure un an. Avec ce point de vue, la Terre a un mouvement qui ressemble à celui d'une toupie. La ligne des nœuds est l'intersection du plan de l'orbite lunaire et du plan de l'écliptique. Cette ligne suit la Terre dans son parcours autour du Soleil. On pourrait penser qu'elle garde une direction fixe dans l'espace, mais ce n'est pas le cas. À cause de l'attraction du Soleil, le plan de l'orbite lunaire tourne environ de 20 degrés par an. La ligne des nœuds a ainsi un léger mouvement de rotation autour de la Terre tout au long de son orbite annuelle. Lorsque, avec notre caméra, on fige l'axe Terre-Soleil, la Terre prend son mouvement de toupie de période 1 an, comme on l'a vu. La ligne des nœuds, elle, se met à tourner autour de la Terre dans le sens des aiguilles d'une montre, mais avec une période plus courte.
Elle ne met pas 1 an à faire un tour complet, mais seulement 346 jours. C'est ce qu'on appelle une année écliptique ou encore une année draconitique. Partant d'un alignement parfait de la ligne des nœuds avec l'axe Terre-Soleil, il s'écoule 346 jours, soit une année écliptique, pour que la ligne fasse un tour complet et que les nœuds soient à nouveau alignés dans le même ordre. Dans notre illustration, une éclipse se produit à chaque nouvelle lune, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. En effet, la lune est ici placée trop proche de la Terre, et à chaque tour, elle cache la lumière du Soleil. Il faut la remettre à sa distance réelle. Nous avons vu que la Lune projette un cône d'ombre d'1 demi-degré d'ouverture. Un tel cône est très fin et très allongé en forme d'aiguille. Le Soleil est si éloigné que ce cône reste parallèle à l'axe Terre-Soleil durant la révolution de la Lune autour de la Terre. Le plan de l'orbite lunaire est incliné d'environ 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique. La hauteur de la Lune varie tout au long du mois lunaire. La hauteur est nulle lorsque la Lune passe par un des nœuds, comme on l'a vu. Lors d'une nouvelle lune, si la Lune est au plus haut, c'est-à-dire si la ligne des nœuds est perpendiculaire à l'axe Terre-Soleil, le cône d'ombre passe largement au-dessus de la Terre. Aucune chance qu'il y ait une éclipse. Pareil, lorsque la Lune est au plus bas, le cône d'ombre passe largement en dessous de la Terre, pas d'éclipse non plus. Pour qu'une éclipse se produise, il faut que la Lune soit à peu près dans le plan de l'écliptique au moment de la nouvelle Lune, c'est-à-dire que la ligne des nœuds soit à peu près alignée avec l'axe Terre-Soleil. Intéressons-nous au passage de la Lune à chaque nouvelle Lune. Cela correspond au parcours de la Lune sur un petit arc de son orbite. Commençons par placer un écran à la place de la Terre et observons la trace du sommet du cône à chaque passage. La vitesse de passage est égale à la vitesse de la Lune sur son orbite, soit environ 3700 km/h. La pointe du cône dessine des petits segments plus ou moins hauts et plus ou moins inclinés. Lorsque le segment est au plus haut, il est quasiment horizontal et il n'y a pas d'éclipse. Les nouvelles lunes suivantes, les segments descendent vers la Terre, plus ils descendent, plus ils sont inclinés. Une éclipse se produit lorsqu'un segment traverse le disque terrestre. L'inclinaison du segment correspond aux 5 degrés de l'inclinaison du plan orbital de la Lune. Rappelons qu'à la pointe du cône d'ombre, il peut s'agir d'une éclipse totale ou annulaire selon les variations de distance à la Lune et au Soleil. Les segments continuent à descendre tout en se redressant. Lorsque le minimum est atteint, les segments commencent leur remontée en reprenant une inclinaison, mais vers le haut cette fois-ci. Cela nous permet de visualiser cette notion de nœud ascendant et descendant. Combien de temps s'écoule entre deux éclipses? Partons d'une éclipse centrée sur la Terre. Le segment qui traverse la Terre provoque une éclipse totale ou annulaire. 1 mois lunaire plus tard, il n'y a pas d'éclipse. Il faut qu'il s'écoule 6 mois pour qu'à nouveau le passage de la Lune provoque une éclipse. Attention, on parle ici de mois lunaire de 29 jours et demi. 6 mois, c'est la durée maximale entre 2 éclipses. Mais 2 éclipses peuvent aussi se succéder à 5 ou même à 1 mois d'intervalle. En effet, lorsque la pointe du cône d'ombre ne passe pas trop loin de la Terre, le disque écliptique peut en assombrir une partie. Sur Terre, il n'y a nulle part d'éclipse totale ou annulaire. C'est une éclipse partielle. Ici, la Lune passe par le nœud ascendant. 1 mois plus tard, une nouvelle éclipse partielle va se produire, au pôle Nord cette fois-ci. 5 ou 6 mois plus tard, une nouvelle éclipse. Dans cet exemple, c'est encore une éclipse partielle qui survient 5 mois après. 1 mois plus tard, nouvelle éclipse partielle. Cet enchaînement s'est produit en 2000, année qui a connu 4 éclipses partielles. L'année 1935 est encore plus remarquable de ce point de vue, car ce cycle de 4 éclipses partielles a été suivi d'une éclipse annulaire le 25 décembre. 5 éclipses la même année, ce qui est le maximum possible. Il est temps de remettre la Terre en place. Le mouvement de rotation de la Terre sur son axe incliné donne une trace en forme de S étiré. La forme de ce S dépend de la hauteur du passage du cône d'ombre. Précisons que ce que nous visualisons, c'est le passage du centre de l'ombre de la Lune. Selon les tailles angulaires de la Lune et du Soleil à ce moment, il peut s'agir d'une éclipse totale ou d'une éclipse annulaire. Dans les deux cas, il s'agit du lieu où l'éclipse est maximale. On peut également représenter la zone où l'éclipse est partielle, ce cercle d'environ 7000 km de diamètre autour du centre de l'éclipse. La vitesse de la surface de la Terre étant dans la même direction que celle du passage de l'ombre de la Lune, il faut la soustraire à la vitesse de l'ombre pour savoir à quelle vitesse se déplace l'éclipse à la surface de la Terre.
La vitesse de passage est proche de 3700 km/h lorsqu'on est proche des pôles et descend à 2000 km/h à l'équateur. Ces valeurs nous permettent de calculer un ordre de grandeur de la durée d'une éclipse. Une éclipse totale peut représenter un diamètre de 250 km. À la vitesse minimale de 2000 km/h à l'équateur, cela représente une durée de 7 minutes 30, ce qui est vraiment un maximum. Une éclipse totale ne dure malheureusement que quelques minutes. Notons également que l'ombre balaye la Terre d'ouest en est. La Lune remplit toujours le disque solaire d'ouest en est lors d'une éclipse. Il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer avec quelle fréquence les éclipses se produisent. Partons d'une situation dans laquelle les trois astres sont parfaitement alignés. Combien de temps faut-il pour que cet alignement se produise à nouveau? Il va falloir attendre que la ligne des nœuds fasse un tour complet, c'est-à-dire une année écliptique. Lorsqu'une année écliptique s'est écoulée, la Lune aura bougé et sera quelque part sous son orbite. Une année écliptique plus tard, la Lune se retrouve quelque part ailleurs. Continuons à faire défiler les années écliptiques et il s'avère qu'au bout de 19 années écliptiques, la Lune se retrouve pratiquement sur le nœud. On est revenu quasiment à la situation de départ. 19 années écliptiques correspondent à une durée de 18 ans et 10-11 jours, ce qu'on appelle un saros. Lorsqu'un nouveau saros débute, toutes les éclipses qui se sont produites durant le saros précédent vont à nouveau se produire, quasiment à l'identique et dans le même ordre. Vérifions ça. La dernière éclipse totale survenue en France s'est produite le 11 août 1999. 18 ans et 10 jours plus tard, le 21 août 2017, s'est produite une éclipse de soleil identique, mais qui est passée sur l'Amérique du Nord. En effet, la durée d'un saros ne fait pas un nombre rond de journées. La Terre ne présente pas la même face vers le Soleil lorsque l'éclipse se produit à nouveau. Il y a un décalage d'un tiers de tour environ. Lors du prochain saros, cette éclipse se produira le 2 septembre 2035. Le tracé du passage est identique aux deux précédentes, mais cette fois-ci, elle passera principalement au-dessus du Pacifique. Il faut un triple saros de 54 ans et 1 mois pour que l'éclipse se produise comme en 1999. Ce sera le 12 septembre 2053. L'éclipse totale ne passera pas en France à cette date-là. En effet, nous serons 1 mois plus tard. L'axe de rotation aura changé un petit peu d'inclinaison. Par ailleurs, il faut tenir compte des imprécisions de calcul et des petites perturbations annexes qui font qu'à l'arrivée, l'éclipse passera légèrement plus à l'est et à une latitude un peu plus au sud. La prochaine éclipse totale qui passera sur la France se produira le 3 septembre 2081. Un triple saros plus tôt, nous serons le 2 août 2027, date à laquelle une éclipse identique passera à une latitude plus proche de l'équateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les éclipses de soleil. Avant de finir, si vous avez la chance de pouvoir assister à une éclipse, je vous rappelle qu'il est très dangereux de regarder directement le soleil. Il est absolument indispensable de vous munir de lunettes spéciales, sinon vous risquez de vous infliger de graves blessures aux yeux. À bientôt. 구독, 좋아요,